Bonsoir à tous et bienvenue dans une salle de la mairie de Tincourt-Boucly. Je me présente Vincent Morgan, je suis le président de l'Université rurale de la Cologne et accessoirement le maire de Tincourt-Boucly. Alors, aujourd'hui, on a un format un petit peu particulier pour cette conférence. Alors, c'est pour ça que je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les internautes du monde entier, hein, tous ceux qui nous regardent via Facebook en direct live, comme disent les jeunes, donc pour ce soir. Et puis pour ceux qui veulent regarder en différé, à partir de demain après-midi, vous aurez cette conférence qui sera enregistrée et qui sera diffusée sur la chaîne YouTube, sur la chaîne de Tincourt, sur Tincourt TV, hein, TIVI, comme ça se prononce. Hein, donc vous pourrez revoir cette conférence. J'en profite pour remercier les moyens techniques qui sont mis à notre disposition par la société AZ Communication, hein, société basée à Tincourt-Boucly. Voilà, alors, aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle conférence de notre cycle de conférences. La dernière conférence que nous avons eue, c'était le 23 octobre dernier, hein, où M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État, était venu nous parler de politique et sur le thème de « Sommes-nous bien gouvernés ?» hein, une conférence de très très haut niveau et qui a beaucoup plu. Et puis on avait commencé à la retransmettre sur Facebook et ça avait beaucoup plu à beaucoup de monde. Et donc, vu le contexte sanitaire actuel, nous avons décidé de poursuivre l'expérience avec cette seconde conférence qui se déroule sans public, hein, puisque ne sont présents ici que les moyens techniques, le conférencier et moi-même. Et donc aujourd'hui, nous allons pouvoir assister à une conférence sur les énergies renouvelables. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème ? C'est tout simple, avec le comité des sages qui m'entoure pour gérer cette université rurale de la Cologne, on s'est posé la question, on s'est dit, on entend beaucoup parler d'énergie renouvelable, surtout dans notre secteur, hein, d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque. Et puis on entend un peu plein de choses, des choses et leur contraire. Et on s'est dit, ça serait intéressant qu'on ait un point de vue factuel, scientifique, hein, et qui nous dise, voilà, quelle est la situation énergétique de notre pays en ce moment. Et donc on a cherché un conférencier qui était expert dans ce domaine-là. Et nous avons donc invité M. Bertrand Cassoret, qui est professeur à l'université d'Artois, ingénieur, et qui est docteur en génie électrique, et qui va aujourd'hui nous faire une conférence sur le thème, et le titre exact, je le reprends, « Les énergies renouvelables, solutions pour la transition énergétique ». Alors, avant de lui laisser la parole, je voudrais simplement vous dire une petite chose. Habituellement, dans nos conférences, au bout de l'heure d'exposé de notre conférencier, vous pouvez poser quelques questions. Alors, comme je le dis à chaque fois, les questions sont là pour préciser ce que le conférencier a dit. Ce n'est pas un débat. Et qui plus est, dans la situation actuelle, c'est très difficile d'avoir un débat. Alors, si vous voulez poser des questions en direct sur le Facebook, il n'y a pas de souci. Je les prendrai en note et puis je vais en sélectionner 3 ou 4 que je me permettrai de poser à notre conférencier à la fin de cette conférence. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop parlé et je vais donc laisser la parole maintenant et souhaiter la bienvenue à M. Bertrand Cassoret, hein, professeur à l'Université d'Artois, qui va nous donner une conférence sur les énergies renouvelables, solutions pour la transition énergétique. C'est à vous. Alors, j'enlève le masque. Merci, monsieur le maire de Tincourt-Boucly. Merci à l'Université rurale de la Cologne pour son accueil et pour avoir maintenu cette invitation malgré les conditions un petit peu particulières. Donc moi, je suis spécialisé en génie électrique. Le génie électrique, ça n'est pas que de l'énergie, c'est de l'électricité. Et la transition énergétique, ça n'est pas que de l'électricité. Et donc, ça fait une quinzaine d'années que je me suis passionné pour tous les problèmes liés à la transition énergétique et qui vont bien au-delà de la transition électrique. Et me passionnant, eh bien, j'ai eu envie de m'exprimer, d'écrire un livre, de donner des conférences et d'écrire divers articles. Et j'espère que vous allez apprécier celle-ci. On aura 7 parties. On va commencer par une première approche qui consiste à expliquer un peu ce que c'est que l'énergie. Alors l'énergie, c'est quelque chose qui est partout et dont on peut ignorer l'existence. C'est quoi l'énergie ?
c'est ce qui sert à créer des mouvements ou des déformations, à créer des rayonnements, la lumière en particulier, qui est le rayonnement auquel on est le plus soumis, des changements de composition chimique, en particulier la nourriture issue de la photosynthèse, des courants électriques et toujours de la chaleur. En fait, l'énergie, donc, ça sert à quasiment tout dans la vie. Ça sert essentiellement au transport, au chauffage et aux usines dans notre vie de tous les jours. Mais si on pousse un petit peu, on a besoin d'énergie pour avoir de l'eau chaude, pour pomper l'eau, pour l'assainir, pour l'informatique, pour les commerces, pour l'agriculture, avec les tracteurs qui en consomment énormément, pour la construction des logements, la santé, etc. Toute l'activité humaine est donc liée à l'énergie. Est-ce qu'on consomme beaucoup d'énergie dans les pays riches? Eh bien, pour s'en rendre compte, un petit ordre de grandeur, un Français moyen consomme 27 000 kWh par an. Le kilowattheure, c'est une unité de comptage d'énergie, il y en a d'autres. 27 000 kWh, est-ce que c'est beaucoup? Eh bien, supposons que vous deviez pédaler et produire votre propre énergie avec un système, une dynamo. Vous produisez une puissance d'environ 85 watts, 7 heures par jour. Eh bien, à la fin de l'année, vous auriez produit environ 140 kWh. Vous consommez 27 000 kWh et vous produiriez environ, ça dépend des gens, 140 kWh par an. Une division, un Français moyen dispose de 27 000 divisé par 140, environ 192 pédaleurs à plein temps. Ça permet de se rendre compte des ordres de grandeur. Ordre de grandeur, 1 litre d'essence, tout le monde voit ce que c'est. 1 litre d'essence, c'est à peu près l'équivalent de 17 jours de pédalage. Donc la prochaine fois que vous prendrez du carburant, peut-être ne trouverez-vous plus que c'est si cher que ça. Alors, deux lois fondamentales dans la physique, des lois de thermodynamique. La première loi, la conservation de l'énergie, c'est une loi qui dit que la quantité d'énergie qui sort d'un système est égale à la quantité d'énergie qui y rentre. Autrement dit, on ne peut pas faire apparaître de l'énergie miraculeusement. Ça n'existe pas, on ne peut que la prendre là où elle est. C'est une mauvaise nouvelle. L'énergie miracle qui tombe du ciel, ça n'existe pas. Quoique le soleil, ça tombe du ciel, mais bon. On ne peut que transformer l'énergie et non en créer. Ça veut dire en même temps qu'on ne peut pas la faire disparaître. L'énergie ne disparaît jamais. Mais malheureusement, deuxième loi, la dispersion de l'énergie, on appelle ça l'entropie. L'énergie se transforme toujours en chaleur qui se disperse. Et quand vous consommez de l'énergie, elle devient de la chaleur. Cette chaleur s'en va dans l'univers. Et on a toujours cette transformation d'une énergie à la chaleur qui est toujours plus facile que l'opération inverse. Transformer n'importe quelle forme d'énergie en chaleur, ça se fait systématiquement. L'opération inverse, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième chapitre, la consommation d'énergie en France et dans le monde. On va essayer de faire un petit panorama. Alors ici, ces deux camemberts montrent la consommation d'électricité. On parle uniquement d'électricité. Au-dessus, c'est en France et en dessous, c'est dans le monde. En France, eh bien, comme chacun le sait à peu près, la majeure partie de l'électricité est produite par des centrales nucléaires, 71% en 2019, c'est en légère baisse. On a également l'hydraulique, les barrages, on a les énergies fossiles qui représentent encore 8%, c'est essentiellement du gaz, mais un peu de charbon aussi. De l'éolien, 6% et du solaire, 2%. Et puis enfin la biomasse c'est le bois ou le biogaz, également 2%. La production est décarbonée à 92%. Ça veut dire quoi décarbonée? Ça veut dire qu'elle utilise peu d'énergie fossile qui, eux, ont stocké du carbone et renvoient ce carbone dans l'atmosphère en brûlant. À l'inverse, dans le monde, eh bien, la première source d'énergie pour la production d'électricité au monde, c'est le charbon, 38%. La deuxième, c'est le gaz. Ce qui fait que la production d'électricité dans le monde est beaucoup émettrice de gaz à effet de serre et de polluants. On en reparlera. L'hydraulique et le nucléaire viennent ensuite et les énergies renouvelables ne représentent que moins de 6-8% de la production d'électricité mondiale. On parlait d'électricité. On va élargir le débat. Maintenant, on va parler de toutes les énergies et pas seulement de l'électricité. Au-dessus, en France, en dessous, dans le monde, la consommation d'énergie. Alors, on va d'abord regarder ce qui est en jaune. En jaune, c'est l'électricité. L'électricité, c'est 25% de l'énergie en France et 19% au monde. C'est-à-dire que si on limite le débat sur la transition énergétique à l'aspect électrique, on rate les 3/4 du débat. En fait, qu'est-ce qui domine dans ces deux camemberts? Eh bien, c'est la couleur grise.
Le pétrole. Le pétrole est la première source d'énergie en France et dans le monde. Les renouvelables dont on parle énormément, eh bien les renouvelables sur ces camemberts, c'est 10-11%. En réalité, on a une partie d'électricité qui est également produite par des renouvelables, ce qui fait que si on raisonne en énergie primaire, on appelle ça, les renouvelables, ça va représenter moins de 14% de l'énergie consommée dans le monde. Avec la première énergie renouvelable au monde, le bois, et de très loin. La deuxième, l'hydroélectricité. L'éolien et le solaire arrivant très très loin derrière, moins de 2% de l'ensemble. On retiendra donc que 80% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile. Origine fossile, charbon, gaz, pétrole, des énergies qui forcément finiront par manquer et qui posent beaucoup de problèmes, on y reviendra. Situation en France de la consommation d'énergie. Depuis 1965 jusqu'à nos jours, eh bien, la consommation d'énergie a beaucoup augmenté. On voit les deux chocs pétroliers, 74 et 79, et puis ça continue à monter quasiment jusqu'à 2008. Et on a eu la crise de 2008 qui a amorcé le début d'une légère baisse de consommation d'énergie. Alors qu'est-ce qu'il faut en déduire? Est-ce que c'est la politique d'efficacité énergétique, d'économie qui a permis les économies depuis 2008 de consommer un peu moins? Peut-être pas si on regarde les deux graphiques suivants. La consommation d'énergie par secteur cette fois-ci. La première courbe concerne le résidentiel tertiaire. C'est quoi le résidentiel? C'est ici, c'est le chauffage essentiellement, l'éclairage des bâtiments, l'eau chaude, les commerces, les logements. Eh bien, on voit que cette consommation d'énergie est stable. Les transports juste en dessous, les transports donc essentiellement du pétrole, consommation stable. Je descends tout en bas, l'agriculture, stable. Et le seul secteur dont la consommation d'énergie a vraiment baissé ces 10 dernières années, c'est l'industrie. Alors peut-être que l'industrie a fait des efforts pour avoir des machines plus efficaces et moins gaspillées. Peut-être aussi qu'on a largement délocalisé des productions qui avaient lieu en France. Évolution de la consommation d'énergie dans le monde maintenant, eh bien, je crois que la courbe parle d'elle-même. Une évolution, une croissance qui est quasi linéaire. Ça baisse tout doucement dans les pays riches, un tout petit peu, ça augmente beaucoup dans le monde, donc ça monte beaucoup dans certains pays, en Asie et en particulier en Chine. Vous voyez l'augmentation de la consommation d'énergie chinoise qui a littéralement explosé à partir des années 2000 et qui continue d'augmenter. Ce n'est pas étonnant, presque tout ce que nous achetons est fabriqué là-bas. On va maintenant passer à la troisième partie, importance et croissance énergétique et pas seulement. Alors, en quoi l'énergie est-elle importante? En quoi nous aide-t-elle à vivre confortablement, agréablement? Eh bien, on peut s'intéresser à l'indice de développement humain. C'est quoi l'indice de développement humain? C'est un indice qui a été établi par les Nations Unies, l'ONU, et qui se base sur l'espérance de vie, sur le niveau d'instruction et sur le revenu par habitant. Donc en principe, plus c'est élevé, mieux ça vaut. Cet indice a été tracé ici sur l'échelle de gauche, là, l'échelle verticale. Et puis sur l'échelle horizontale, on a tracé la consommation d'énergie par personne pour les différents pays. Chaque point représente donc un pays. Donc il est souhaitable sur ce graphique d'être en haut pour avoir un indice de développement humain élevé et à gauche pour consommer le moins d'énergie par personne possible. On voit qu'à ce petit jeu-là, la France se débrouille pas trop mal. On voit qu'il y a des pays qui gaspillent, le Koweït par exemple, ou les États-Unis, qui sont des pays où on consomme relativement beaucoup d'énergie avec un indice de développement qui n'est pas forcément au top. On voit aussi beaucoup que là où on consomme peu d'énergie, l'indice est peu élevé et on peut quand même en conclure qu'il est difficile d'avoir de bonnes conditions de vie sans une consommation d'énergie suffisante. Alors regardons dans le monde, en 2019, on consommait 1,8 TEP d'énergie par personne. La TEP, c'est une unité de comptage d'énergie, c'est une tonne équivalent au pétrole. En France, on en consommait 3,8, à peu près 2 fois plus. Dans le monde, en 2019, 7,7 milliards d'êtres humains, 1,8 TEP par personne, ont consommé 13 900 mégatep. Regardons maintenant ce que ça pourrait donner en 2050 avec la croissance démographique. Les démographes nous disent que nous serons environ 10 milliards d'êtres humains. Eh bien, si on garde la même consommation par personne, on arrivera à 18 000 mégatep, soit une augmentation de 30%.
Mais dans les pays pauvres, généralement, les gens aspirent à des conditions de vie meilleures qui passeront probablement par une hausse de leur consommation d'énergie. Et si en 2050, les 10 milliards d'êtres humains consommaient chacun autant qu'un Français, et en France on n'est pas les pires, loin de là, on arriverait à 38 000 mégaTEP, une multiplication par quasiment 3, une hausse de 173% de cette consommation. Là, il y a vraiment un challenge considérable. Autre façon de voir les choses, la consommation d'énergie mondiale depuis 1800. Au XIXe siècle, dans le monde, ça ne concerne pas seulement la France, le monde entier, on consommait quasiment du bois. On s'est mis à consommer du charbon, on a ajouté au charbon le gaz, on a ajouté le pétrole, c'était l'inverse, le pétrole, le gaz, et puis l'hydroélectricité, le nucléaire et les autres renouvelables, l'éolien et le solaire, c'est dans l'épaisseur du trait là-haut, on les voit quasiment pas. Vous voyez que les énergies se sont ajoutées et ne se sont pas ou très peu substituées, on a à chaque fois ajouté. Alors, à quoi a servi toute cette consommation d'énergie? Eh bien, dans les pays riches, l'industrialisation a été possible avec des machines énergivores. Les machines, ça consomme de l'énergie, évidemment, dans les usines. Les transports en consomment énormément, mais ça a permis, par exemple, d'accéder davantage à la nourriture. Un tracteur, ça consomme beaucoup de pétrole. Ça permet d'accéder à l'eau potable. Dans beaucoup de pays, le pompage et la dépollution de l'eau. Ça a permis des logements de qualité. Construire un logement, avoir des matériaux déjà fabriqués en usine, avoir une pelleteuse pour creuser les tranchées, ça fait gagner beaucoup de temps et donc ça facilite l'accès au logement. Et ce temps gagné, eh bien, il a permis d'être consacré, il a pu être consacré aux études, à la recherche, à la culture et aux loisirs. On a eu une tertiarisation des emplois moins physiques, peu de gens dans l'agriculture, peu de gens dans l'industrie et une avalanche de biens de consommation et de nourriture dans les magasins. Tout ça serait impossible sans l'abondance énergétique dans laquelle nous sommes. Tout cela a également permis l'accès à la médecine et l'augmentation de l'espérance de vie. Rappelons que l'espérance de vie était d'environ 35 ans en France il y a 200 ans. Parallèlement à cette consommation d'énergie mondiale, eh bien, l'augmentation de la population mondiale. Voici l'augmentation de la population mondiale depuis 2000 ans. On s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas eu de croissance démographique. C'est seulement au XIXe siècle et surtout au XXe siècle qu'une croissance quasiment exponentielle est apparue. Parallèlement à cette croissance démographique, une croissance évidemment des échanges de biens et de services. Le PIB mondial ici est tracé. Le PIB, c'est quoi le PIB? C'est le produit intérieur brut, c'est la somme des échanges de biens et de services. À chaque fois que vous achetez quelque chose, eh bien, vous faites augmenter le PIB. Évidemment, cette croissance est exponentielle avec la croissance démographique, avec la croissance énergétique depuis 100-150 ans. Alors les questions se posent, est-ce que ces croissances perpétuelles d'échanges vont toujours pouvoir se perpétuer? Certains pensent que non, des gens très sérieux, pas seulement qu'on appelle ça des collapsologues aujourd'hui, pensent que ça ne pourra pas durer. Certains parlent de déclin, voire même d'effondrement de nos sociétés. Personnellement, j'en suis pas là, mais en tout cas, le problème me paraît sérieux. Énergie et économie sont très liés. Voici l'évolution du PIB en gras foncé et de la consommation d'énergie en pointillé dans le monde. Alors ce qu'on constate, c'est que l'énergie évolue un peu moins vite que le PIB. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on arrive à créer de la richesse en consommant un peu moins d'énergie qu'avant. Mais tout de même, on n'est pas encore réussi au niveau mondial à augmenter la croissance économique tout en diminuant la consommation énergétique. On y arrive un petit peu dans les pays riches, mais en aucun cas actuellement au niveau mondial. Une autre façon de l'illustrer, c'est ce deuxième graphe qui montre non plus le PIB et l'énergie, mais les variations du PIB et les variations de la consommation d'énergie dans le monde. Par exemple, ici, le PIB a monté de 5,8% et l'énergie de 5,6%. Je crois que le graphe est très parlant et il y a une réelle corrélation entre les deux. Alors ça, c'est une question importante. Le PIB peut-il augmenter avec moins d'énergie? Il pourrait paraître souhaitable, au vu des inconvénients de la consommation d'énergie qu'on verra après, de diminuer notre consommation d'énergie. Mais quasiment tous les gens qui sont au pouvoir souhaitent une croissance du PIB. Quand le PIB augmente,
eh bien, les recettes fiscales augmentent, on a plus d'argent pour payer les retraites, pour la sécurité sociale, pour l'éducation, pour la culture, etc. Quand le PIB augmente, il y a moins de chômage. Certains souhaitent qu'il y ait moins de PIB, c'est quand même difficile. Le PIB, grosso modo, c'est le pouvoir d'achat. Je ne répondrai pas à ces questions, en tout cas toutes les questions, c'est des questions importantes. Moi j'ai essayé de lire quelques ouvrages d'économie, de voir comment les économistes envisageaient cela, et je n'ai pas trouvé de modèle économique cohérent qui me paraisse permettre la décroissance économique. Quatrième point de cet exposé, le réchauffement climatique associé à l'énergie. Alors on parle beaucoup du réchauffement climatique, un phénomène indéniable, largement lié aux activités humaines, à 70-80% lié aux émissions de gaz à effet de serre qui viennent des énergies fossiles. Le charbon, le gaz et le pétrole, quand on les brûle, libèrent le carbone qui avait mis des millions d'années à se stocker lorsque la végétation a poussé. Cette végétation s'est transformée ensuite en charbon, en gaz et en pétrole. Et on brûle ça quasiment instantanément à l'échelle du temps de la planète. C'est donc la principale cause d'émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Alors, au niveau mondial, d'où viennent ces émissions de CO2, de dioxyde de carbone? Eh bien, la première source dans le monde, c'est la production d'électricité. Et ce n'est pas surprenant puisqu'on a vu que la première source d'énergie au monde pour la production d'électricité, c'est le charbon. La deuxième, les transports. La troisième, l'industrie. En France, c'est très différent. En France, on a vu qu'on utilise très peu de charbon pour l'électricité. Et donc, l'électricité émet très peu de gaz à effet de serre. C'est en jaune ici. Et de ce fait-là, en France, le premier poste d'émission de CO2, ce sont les transports. C'est le pétrole qu'on brûle avec nos véhicules, avec nos voitures, les camions, les camionnettes, etc. Le deuxième poste, c'est le résidentiel, c'est-à-dire le chauffage essentiellement, donc le pétrole, le gaz. Et le troisième poste, l'industrie. Qu'est-ce qu'on a fait en France depuis une quinzaine d'années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? On a mis pas mal d'éoliennes et de photovoltaïques. Ce n'était pas l'endroit opportun pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors au niveau mondial, les émissions de CO2, eh bien, vous voyez qu'elles sont en croissance depuis 1965 jusqu'en 2019. On voit un petit peu ici la crise de 2008. Dans les pays riches, elles sont plutôt stables ou en légère baisse et elles montent beaucoup en Asie, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on a vu que la consommation d'énergie augmente beaucoup en Asie. Alors, on pourrait blâmer les Chinois et dire les Chinois, vous consommez beaucoup de charbon et vous émettez beaucoup de CO2. Déjà, les Chinois, ils émettent du CO2 pour nous fabriquer nos produits. On est content d'acheter pas cher. Et puis, deuxièmement, ils sont très nombreux. Si on divise maintenant les émissions de CO2 par le nombre de personnes dans le pays concerné, émissions de CO2 par personne dans les principaux pays, bien on s'aperçoit que parmi les pays qui émettent beaucoup, la France se débrouille pas trop mal. Les plus mauvais, ce sont les pays producteurs de pétrole. Ici, on a les États-Unis, on a le Canada, on a ici l'Allemagne, on a ici la Pologne. La Chine est ici, elle n'est pas très loin de la France. Pour un pays riche, la France est plutôt bien placée. Clairement, les pays riches, les moins émetteurs, ce sont les pays comme la France, la Suisse, la Suède et la Norvège. Ce sont les pays qui soit ont une géographie qui permet de produire de l'électricité avec des barrages hydroélectriques ou qui utilisent le nucléaire. Bon, ceci dit, ne soyons pas trop joyeux. Là, on n'a pas tenu compte de l'empreinte carbone des produits que nous importons. Regardons maintenant l'évolution des émissions de CO2. Alors on aime bien se comparer à l'Allemagne, nous Français. Au-dessus, c'est l'Allemagne, en dessous, c'est la France. Toutes sources confondues sur le territoire, eh bien on voit qu'en France, les émissions de CO2 ont largement baissé dans les années 80. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans les années 80? On voit bien ici, on a mis en service le parc nucléaire qui a permis de cesser de produire de l'électricité avec du fioul ou du charbon, en tout cas beaucoup moins. Depuis, quelques actions d'efficacité énergétique et puis une moindre activité économique et industrielle ont permis de poursuivre cette baisse. En Allemagne, c'est un petit peu différent. On a une baisse qui est un petit peu continue. On sait qu'en Allemagne, on a un gros développement de l'éolien et du photovoltaïque, du solaire, qui a permis ces dernières années de faire baisser les émissions de CO2 en Allemagne.
c'est une réalité, ça baisse, ça a même bien baissé en 2019. On voit ici un petit soubresaut en 2011 qui est lié à Fukushima. Donc après la catastrophe nucléaire, l'Allemagne a décidé de fermer quelques réacteurs nucléaires, pas tous, il y en a encore en Allemagne qui doivent fermer en 2022. Et on voit clairement que cette année-là, les émissions de CO2 ont un peu remonté. Mais le développement de l'éolien continuant, ça a continué à baisser après. Alors, la question de l'électricité est souvent très présente. Regardons l'évolution des émissions de CO2 maintenant uniquement pour l'électricité dans l'Union européenne. Eh bien, c'est en Pologne qu'on produit le plus d'électricité au charbon et donc on émet le plus de CO2 pour la production d'électricité. En Allemagne, malgré les efforts, on est en baisse et on est en baisse dans d'autres pays grâce aux éoliennes, mais on est encore très élevé. En France et en Suède, eh bien, c'est là qu'on est le plus bas. Alors on ne progresse plus vraiment, mais bon, en même temps, quand on est déjà très bon, c'est plus difficile de progresser. Alors il n'y a pas que le problème du réchauffement climatique, il y a un tas d'autres problèmes qui se posent au niveau des diverses pollutions liées à la consommation d'énergie. Alors d'abord, on va s'intéresser au gaz naturel. Donc le gaz que nous consommons, souvent pour nous chauffer, c'est du méthane. Le gaz naturel, eh bien, on voit sa consommation, elle augmente quasi linéairement depuis 1965. Il émet, on l'a dit, du CO2 lors de sa combustion. Également, on a souvent des fuites de méthane, gaz à effet de serre important, lors de l'exploitation des puits de gaz. On a des émissions d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre, on peut avoir du monoxyde de carbone, on peut avoir des incendies, des explosions, des asphyxies. Et puis enfin, on sait que l'exploitation des gaz de schiste, des gaz non conventionnels, peuvent générer des pollutions gênantes, à tel point que c'est interdit en France. Mais on importe du gaz de schiste depuis l'étranger. Si on regarde maintenant le pétrole, dont la consommation augmente également, toujours, eh bien, on peut rajouter à tous ces inconvénients, en plus, les émissions de particules fines, de benzène, et puis le problème des marées noires. Si on maintenant regarde le charbon, eh bien, on voit que la consommation mondiale de charbon a beaucoup augmenté dans les années 2000. Pas étonnant, en Chine, on a ouvert une centrale au charbon chaque semaine dans les années 2000. Ça s'est heureusement stabilisé, mais la voie de la baisse n'est pas encore entrevue. L'Allemagne envisage de sortir du charbon en 2038, la Chine en 2060. Donc, il y a encore une grande consommation de charbon devant nous. Le charbon, en plus d'avoir tous ses inconvénients, émet beaucoup d'autres polluants et a l'inconvénient des accidents miniers qui sont encore fréquents dans certains pays. Alors on va maintenant regarder le bois qui est une énergie renouvelable mais qu'on peut mettre un petit peu à part puisqu'elle n'est renouvelable qu'à condition de laisser les arbres repousser. Un arbre, ça pousse lentement, donc il faut gérer les forêts. Le bois peut émettre un peu de CO2 s'il est exploité trop rapidement. Il peut émettre également des particules fines, du monoxyde de carbone et divers polluants. Alors toutes ces énergies, charbon, gaz, pétrole et bois, elles émettent des fumées, des polluants. Tout ça, c'est une pollution atmosphérique qui est considérable à l'échelle de la planète. On peut être victime à cause de ces pollutions d'AVC, de maladies cardiaques et respiratoires et de cancer. On estime qu'au moins 50 000 décès prématurés chaque année en France sont liés à la pollution atmosphérique, largement liée à ces énergies. Au niveau européen, c'est 500 000 décès prématurés. Au niveau mondial, c'est plusieurs millions de décès prématurés. Le charbon y est pour beaucoup, mais pas seulement. Le charbon, rien qu'en Europe, c'est 23 000 décès prématurés, d'après l'Union européenne. Des chiffres qui sont considérables et dont il faut essayer de se souvenir. Alors maintenant, on va s'intéresser aux inconvénients du nucléaire, qui est fort décrié ces dernières années. Donc on a eu une forte croissance du nucléaire dans les années 70-80. On a ici clairement la catastrophe de Fukushima, où le Japon a fermé ses réacteurs, et l'Allemagne en a fermé quelques-uns également, et puis il est reparti légèrement en croissance. Alors, quels sont les inconvénients du nucléaire? Ils sont souvent très médiatisés et mis en valeur par ses opposants. Donc les déchets nucléaires. Bon, il faut savoir que les déchets très problématiques représentent moins de 5% du volume total. On projette en France de les enfouir dans la Meuse, près de Bure, à plus de 500 mètres sous terre. Le risque de catastrophe nucléaire, Tchernobyl et Fukushima ont marqué les esprits avec quelques milliers de morts.
Un démantèlement qui est complexe, mais pas impossible. 15 réacteurs ont été entièrement démantelés dans le monde. Et puis en France, on a presque fini celui de Chaux dans les Ardennes. Quelques rejets d'eau chaude, radioactifs et chimiques, et puis un petit risque d'accident minier. On va maintenant s'intéresser à l'hydroélectricité, dont la consommation mondiale est également en croissance. Des inconvénients, bah oui, aussi c'est une énergie renouvelable, l'hydroélectricité, mais quand on crée un barrage, on modifie les écosystèmes. On doit souvent déplacer des gens. On a déplacé des villageois en France, par exemple, pour construire les barrages de Serre-Ponçon et Tignes. En Chine, il y a une dizaine d'années, on a déplacé 1,8 million de personnes pour la construction du barrage des Trois Gorges. Ça n'a pas fait trop de bruit, pourtant c'est 18 fois plus que le nombre de gens évacués à Fukushima suite à la catastrophe nucléaire. Et le risque de rupture qui existe, on l'a oublié parce que heureusement ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Il y a eu des grosses ruptures de barrages en France, en Italie, en Chine et en Inde. Au moins 100 000 morts au bas mot à cause des ruptures dans l'histoire, des ruptures de barrages. Et j'en arrive à l'éolien et au solaire qui, on va le voir, ont également des inconvénients. Alors vu comme ça, ils n'ont pas trop d'inconvénients. Impact visuel et sonore pour les éoliennes, oiseaux et chauves-souris qui se prennent dedans de temps en temps, et nécessité de grandes surfaces pour le solaire, ce qui peut être un problème si c'est une concurrence à l'agriculture. On a quelques pollutions, bien sûr, pour la fabrication, le transport, la maintenance et la fin de vie de ces appareils. Comme tout appareil, il faut les fabriquer dans des usines et il y a des pollutions. Les principaux problèmes de l'éolien et du solaire, pour moi, ils ne sont pas là. Ils sont que ce sont des énergies qui ne sont pas pilotables. Avec les autres sources d'énergie, on peut tourner le bouton pour décider de la production. Là, c'est la météo qui en décide. Si bien que la production descend à 0 tous les soirs pour le solaire, et que la production éolienne dépend bien sûr du vent, sur l'Europe, il arrive que la puissance éolienne soit inférieure à 5% de la puissance installée. Aujourd'hui, il est 20h33, le soleil est couché, il y a très peu de vent ce soir, il fait relativement froid. J'ai regardé juste avant d'arriver la production d'électricité, les éoliennes produisent très peu, le solaire c'est 0. Et comme le parc nucléaire en France est en maintenance assez importante, eh bien actuellement en France, à l'instant où je vous parle, on produit l'électricité avec un peu de gaz et un peu de charbon également. L'électricité est difficile à stocker, la production actuellement doit s'adapter en permanence à la demande, ce que ne permettent pas l'éolien et le solaire. Donc si on veut regarder les inconvénients de l'éolien et du solaire, eh bien, il faut considérer déjà les renforcements du réseau électrique. Pour pallier à ces inconvénients, il faut davantage d'échanges internationaux. On espère que s'il n'y a pas de vent en France, peut-être qu'il y en aura en Allemagne. Il faut regarder les inconvénients des systèmes de stockage qu'on pourrait mettre en parallèle. Alors le stockage d'énergie, c'est très compliqué par définition. L'énergie a horreur d'être stockée, concentrée. Il y a 3 moyens, grosso modo, qui ressortent. Les batteries. Alors, il faut savoir que la plus grosse batterie au monde, c'est plus qu'un terrain de football. Et ça correspond à 8 secondes d'électricité française. C'est en Australie. Donc il n'est pas question de stocker l'énergie d'une semaine pour l'autre dans des batteries. C'est juste pour des usages très courts. Les barrages, les STEP plus précisément, les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est une technique où on prend l'eau du bas des barrages, on la ramène vers le haut quand on a trop d'électricité, et puis après, on la laisse redescendre pour produire. Ça marche très bien, ça existe depuis très longtemps, mais évidemment, il faut des sites géographiques adaptés, il faut des montagnes, il faut pouvoir le faire. L'exploitation n'est pas maximale, mais pas loin en Europe. Et enfin, la production de gaz de synthèse. On fait circuler de l'électricité plutôt dans l'eau, ça dégage de l'hydrogène. On a beaucoup entendu parler de cette façon de produire de l'hydrogène ces dernières semaines. Pourquoi pas, on pourra faire rouler des véhicules à l'hydrogène, mais ça n'est qu'un stockage très complexe. L'aller-retour électricité, électricité consomme les 2/3 de l'énergie. On a perdu les 2/3 de l'énergie quand on a fait ça. Et actuellement, ce sont des technologies qui sont à l'état de développement, qui sont balbutiantes. On n'a jamais développé ça à l'échelle industrielle. Troisième possibilité pour pallier aux inconvénients de l'éolien et du solaire, eh bien, c'est une adaptation de la demande. Au lieu d'adapter la production à la consommation, on pourrait dire on va adapter la consommation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce soir, il n'y a pas d'électricité, vous n'en consommez pas. Alors c'est un petit peu plus fin que ça quand même. On demande déjà à l'heure actuelle à des gros industriels
de décaler leur production. Alors évidemment, il y a des intérêts financiers, hein, ils arrêtent leur production, ils sont payés pour, de manière à ne pas trop solliciter le réseau électrique. On pourrait également, avec les compteurs intelligents, les compteurs électriques, avoir un tarif de l'électricité qui fluctue d'heure en heure pour inciter les gens à décaler le fonctionnement de leurs appareils. Et en particulier, on pourra le faire avec les véhicules électriques. Hein, on n'est pas obligé de recharger sa batterie de véhicule électrique à 18 h, on peut peut-être attendre 23 h. Et enfin, dernier inconvénient à considérer en parallèle de l'éolien et du solaire, eh bien, ce sont les moyens de production qui actuellement restent en parallèle sur l'éolien et le solaire, c'est-à-dire qu'actuellement, ce sont des moyens qui ne permettent pas de fermer les autres moyens. Alors, l'exemple typique, eh bien, c'est celui de l'Allemagne. Voici la puissance électrique qui a été installée en Allemagne depuis 2002. Ce que je vous montre là, ce n'est pas la consommation d'électricité. La consommation d'électricité en Allemagne est quasi constante. C'est la puissance installée, c'est-à-dire grosso modo le nombre de systèmes capables de produire, qui pourraient produire. Alors on voit en dessous du trait rouge les moyens dits pilotables et au-dessus les moyens non pilotables. En dessous c'est quoi? C'est l'hydraulique, la biomasse, le nucléaire, le charbon et le gaz. Au-dessus c'est l'éolien et le solaire. Eh bien je crois que le graphique parle de lui-même. On n'a pas fermé les moyens pilotables en mettant des moyens non pilotables. L'éolien et le solaire, c'est venu en plus. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, ça permet de moins utiliser les moyens pilotables, donc de moins polluer, mais à l'heure actuelle, ça n'a pas permis de les fermer. Et la question reste entière. En France, est-ce que l'éolien et le solaire pourront permettre de fermer des réacteurs nucléaires? Eh bien, c'est compliqué de fermer des réacteurs nucléaires en mettant de l'éolien et du solaire pour toutes ces raisons. Alors, je vous parle d'émissions de gaz à effet de serre depuis tout à l'heure, du réchauffement climatique. Donc, le GIEC, c'est l'organisme de l'ONU qui s'intéresse au réchauffement climatique, nous donne ces chiffres d'émissions de gaz à effet de serre pour différents moyens de production d'électricité. Le charbon est le plus mauvais, suivi du gaz, suivi du bois, ici. Les meilleurs moyens, clairement, ce sont les moyens renouvelables, géothermie, solaire, éolien, et nucléaires, qui sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Alors il n'y a pas que le CO2, d'autres pollutions, les particules fines, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles non méthaniques, les dioxydes de soufre. Le charbon est toujours le plus mauvais, le gaz ça dépend, le bois ça dépend, le photovoltaïque parfois est pas terrible, les meilleurs sont l'éolien, le nucléaire et l'hydroélectricité. Tous ces inconvénients, ça crée des maladies et des morts. Alors il y a une comptabilité un peu morbide. Il y a des gens ici qui ont regardé le nombre de morts par accident, le nombre de morts dû à la pollution ou de maladies graves. Les renouvelables sont quasiment pas présentes. Ici, on compare surtout le nucléaire au fossile. Eh bien, on s'aperçoit que le nucléaire pose beaucoup moins de problèmes que les énergies fossiles. Et enfin, si on raisonne en années de vie perdues par térawattheure d'électricité produite, eh bien, on s'aperçoit que les meilleurs moyens sont l'éolien et le nucléaire et le photovoltaïque, le gaz dans une moindre mesure, et puis le plus mauvais sont le fioul et le charbon. Voilà un petit peu un panorama des inconvénients, des problèmes liés à la consommation d'énergie. Donc l'énergie nous a permis d'améliorer nos conditions de vie, de vivre plus longtemps, mais en même temps, tous ces inconvénients entraînent des années de vie perdues. C'est un petit peu paradoxal. Sixième partie, on va regarder un petit peu les ressources énergétiques, sur quoi pourra-t-on compter dans l'avenir pour notre consommation d'énergie. Quelles sont les ressources? Alors je vous remonte ce graphique que j'ai déjà montré parce qu'il est quand même éloquent. La croissance de notre consommation d'énergie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a été énorme. À l'heure actuelle, au niveau mondial, il faut rajouter l'équivalent de la France chaque année. Donc rendez-vous compte, une France chaque année en plus. C'est-à-dire que chaque année, on doit extraire plus de charbon, de gaz et de pétrole que l'année d'avant. Voilà 30 ans que 80% de l'énergie primaire mondiale est d'origine fossile. Combien de temps encore réussira-t-on à poursuivre cette croissance? Toujours, certainement pas. Alors, il y a des gens qui souvent se posent la question, ils nous disent « oui, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole dans 40 ans ». Oui, mais non.
Quand on pose cette question, on sous-entend que la consommation, la production de pétrole va s'arrêter d'un seul coup. Ce sera probablement bien plus compliqué que ça. Plus le temps passe, plus il est compliqué d'aller chercher du pétrole, plus il coûte cher, etc. C'est compliqué. On peut penser que la production passera par un pic. Alors un pic ou un plateau, la forme fait débat chez les spécialistes. À l'heure actuelle, si la production de pétrole a pu se maintenir, c'est grâce au pétrole dit non conventionnel, pétrole de schiste, entre autres, aux États-Unis, avec des conséquences environnementales non négligeables pour les riverains. Les spécialistes sont nombreux à penser que le pic de la production de pétrole est proche. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus de pétrole demain, mais un choc pétrolier dans les années à venir, avec un manque réel de pétrole comme on l'a connu en 1974 et 1979, voire même 2008, c'est parfaitement possible. Le pic de gaz aura lieu lors de ce siècle. Malheureusement, ce sont les réserves de charbon qui sont les plus abondantes. Je dis malheureusement parce qu'on l'a compris, c'est de loin la source d'énergie la plus polluante. Au niveau du nucléaire, sur quoi pourrait-on compter ? Actuellement, on brûle de l'uranium 235. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a au moins 100 ans de réserve au rythme actuel, ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde qui s'affole par rapport à ça. Il y aurait beaucoup moins d'années de réserve, évidemment, si tout le monde se mettait à faire du nucléaire. Dans ce cas-là, il faudrait utiliser l'uranium 238, qui est 100 fois plus abondant. Il y aurait plusieurs milliers d'années de réserve avec des réacteurs dits de génération 4. Alors, on a eu en France des réacteurs de génération 4. On a eu notamment Superphénix, on était très en avance là-dessus. Ce réacteur a été fermé à la fin des années 90 pour des accords politiques. On a 2 réacteurs en Russie qui fonctionnent actuellement. Donc ce n'est pas du tout une technologie futuriste, hein, ça existe. Par contre, la fusion nucléaire, dont on entend pas mal parler, ITER, le projet ITER, c'est à Cadarache, dans le sud de la France, ça c'est de la recherche. Ça pourrait nous permettre plusieurs milliers d'années, mais à condition qu'on y arrive, et on en est très très loin. Ressources énergétiques maintenant pour les renouvelables. Alors les renouvelables, elles sont abondantes sur la planète. Le Soleil nous fournit chaque jour beaucoup plus d'énergie que les terriens n'en consomment. Oui, mais l'énergie fournie par le Soleil est par nature dispersée. Et capter une énergie dispersée, la concentrer, c'est très compliqué. Quelques exemples. Le solaire. 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur 30 millions de toits, c'est-à-dire grosso modo sur toutes les maisons françaises. Ça produirait 4% de l'énergie française. Et encore, pas en ce moment, pas quand il fait noir à cette heure-ci. La plus grande centrale photovoltaïque au monde en Australie produira 2 fois moins que la centrale nucléaire de Gravelines, mais pour une surface 80 fois plus élevée. Autre exemple, l'éolien. Il faudrait 300 000 éoliennes environ pour produire toute l'énergie française. Alors évidemment, personne ne songe à produire toute l'énergie française avec des éoliennes, mais c'est pour se fixer des ordres de grandeur. Actuellement, on doit avoir à peu près 10 000 éoliennes en France. Et ça ne produirait que quand il y a du vent, évidemment. 5 000 éoliennes pour produire autant que la centrale nucléaire de Gravelines. Alors il n'y a pas que le solaire et l'éolien. L'hydraulique, le biogaz, la géothermie, les énergies marines, le bois, les biocarburants, j'en oublie, ont un potentiel relativement limité. Actuellement, les énergies renouvelables n'ont pas le potentiel pour produire autant que les fossiles et le nucléaire, et je justifierai après cette affirmation. Les matériaux maintenant. Eh bien oui, quand vous construisez une éolienne, il faut de l'acier, il faut du béton. Quand vous construisez un barrage, il faut du béton, et ainsi de suite. Voici la consommation de béton, d'acier, d'aluminium et de cuivre nécessitée par différents moyens de production d'électricité. À gauche, les moyens conventionnels, nucléaire, gaz, pétrole, charbon. À droite, les renouvelables. Il apparaît clairement que les renouvelables nécessitent plus de matériaux. Et ça, c'est pas rien, parce que plus de matériaux, ça veut dire qu'il faut plus de mines, de minerais, plus d'usines de transformation et plus même d'énergie pour récupérer ces minerais. Donc il faut plus d'énergie pour avoir de l'énergie. Et j'en viens à un truc qui est fondamental et qui est largement méconnu, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique qui quantifie l'énergie récupérée et qui divise par l'énergie utilisée. Pour extraire du pétrole, il faut du pétrole. Au XIXe siècle, on utilisait à peu près un baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, pour certains pétroles non conventionnels, on utilise un baril de pétrole pour en extraire 3.
on arrive dangereusement du 1 pour 1, où forcément la production n'aura plus aucun intérêt. L'accès à l'énergie doit libérer du temps aux êtres humains pour qu'ils puissent vivre dans une société évoluée. Les économistes, certains, estiment que pour que la société dans laquelle nous vivons puisse fonctionner, il faudrait des taux de retour énergétiques évoluant entre 5 et 14. Et voici un graphique qui quantifie ces taux de retour énergétiques pour différents moyens de production: nucléaire, charbon, gaz, hydroélectricité, éolien, photovoltaïque. On voit que l'éolien et le photovoltaïque ont des taux de retour énergétiques très faibles. Alors j'avoue, j'ai pris un graphique qui leur était particulièrement défavorable. Il n'y a pas consensus sur la façon de calculer ce taux de retour énergétique, c'est pas simple. Il y a des chiffres qui sont moins défavorables, en particulier pour l'éolien. Par contre, pour le photovoltaïque, personnellement, c'est vraiment ce qui me fait le plus douter de son intérêt pour l'avenir des êtres humains. C'est aussi simple que ça. Dernier chapitre, celui qui s'intéresse au scénario de transition énergétique que nous allons examiner, donc quelques scénarios français. Alors un scénario qui est assez connu quand on s'intéresse à tout ça, c'est le scénario Négawatt qui nous promet 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est un scénario qui concerne toutes les énergies, pas seulement l'électricité. Négawatt, c'est une association. Et 100% d'énergie renouvelable en 2050, et bien évidemment, ça serait obtenu avec un important développement des énergies renouvelables. Alors en particulier, il faudrait en vitesse de croisière 3 fois le rythme actuel d'installation en éolien, 7 fois le rythme actuel d'installation en solaire, et il faudrait d'importants systèmes de stockage d'électricité dont on a vu la complexité. Il faudrait développer d'autres moyens renouvelables. Et malgré toutes ces considérations que je juge assez optimistes, eh bien, ces moyens renouvelables ne produiraient que 35% de la consommation d'énergie française actuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour être à 100% renouvelable, diminuer notre consommation de 65%. Qu'à cela ne tienne, nous disent les gens de Négawatt, ce n'est pas un problème, on va faire de l'efficacité énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'efficacité énergétique ? Eh bien, ça consiste à améliorer les techniques pour rendre les mêmes services en consommant moins, avec des moteurs plus efficaces, avec de l'éclairage à LED. Alors, l'éclairage à LED, c'est bien, mais bon, c'est une toute petite partie de la consommation d'énergie. Avec, par exemple, l'isolation de logements. Et là, il y a un énorme chantier, effectivement, il faut isoler les logements. Négawatt exige qu'on en isole 700 000 chaque année pour les amener au niveau basse consommation. C'est énorme. En France, on isole moins de 300 000 logements chaque année et en 2018, on en a amené seulement 40 000 au niveau requis basse consommation. Donc on voit le challenge énorme. Cette baisse de l'efficacité énergétique, ce développement plutôt de l'efficacité énergétique permettrait une baisse de 26% de la consommation. Donc on est encore loin d'être arrivé à 100. Et donc, il nous manque 39%. Eh bien, ces 39% devraient venir, selon Négawatt, de la sobriété énergétique. Alors là, ça devient plus compliqué, parce que tant l'efficacité énergétique, on garde les mêmes services et on consomme moins, en général, on est d'accord. L'éclairage à LED, ça fonctionne très bien et ça consomme beaucoup moins. Mais la sobriété, c'est différent. Il s'agit de privilégier les usages les plus utiles, de restreindre les plus extravagants et de supprimer les plus nuisibles. Encore faut-il définir ce qui est utile et ce qui est nuisible, et il est clair que tout le monde n'a pas la même définition. Alors, certains nous proposent chez Négawatt la stabilisation du nombre d'habitants par foyer. On est de moins en moins nombreux, eh bien, il faudrait qu'il y ait moins de célibataires. De l'habitat petit collectif. Et oui, le logement individuel, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie que les immeubles. Une baisse de 25% des distances parcourues, ce qui irait à l'encontre de l'évolution qu'on a toujours connue. Le développement des transports en commun, de la marche, du vélo, la suppression des vols intérieurs, une grosse diminution de la consommation de viande, de la consommation d'eau chaude, de lave-linge, d'usage du lave-vaisselle, du sèche-linge, du congélateur, de l'éclairage, du nombre d'écrans par foyer, du nombre d'ordinateurs par foyer, etc., etc. Et là, on commence à se rendre compte que pour vivre dans un monde à 100% renouvelable, eh bien, il faudrait quand même pas mal de ce qu'on pourrait appeler des restrictions. Ces changements sont-ils compatibles avec la croissance économique ?
Clairement, je ne le pense pas. Alors, je ne suis pas un ayatollah de la croissance économique pour la croissance. Je ne pense pas que la croissance économique perpétuelle soit possible et qu'elle soit toujours bonne. Mais je ne souhaite pas non plus la décroissance. Et on voit mal comment améliorer le pouvoir d'achat des gens qui réclament du pouvoir d'achat avec ces mesures. Donc, sont-elles ces mesures compatibles avec la démocratie? Comment imposer aux gens des logements plus petits avec le bien-être humain, avec la lutte contre la pauvreté, puisque la sobriété et la pauvreté, finalement, ça se ressemble. Négawatt a des intérêts. Je reconnais le mérite de ce scénario de nous préparer à une société moins énergivore, parce que tôt ou tard, il faudra qu'on consomme moins d'énergie à cause du réchauffement climatique et de toute façon à cause des énergies fossiles qui viendront forcément à manquer. Quand, je ne sais pas, mais un jour. Ceci dit, le risque d'échec me paraît important. Et le risque d'utilisation des énergies fossiles me paraît important. À force de vouloir trop restreindre les gens, eh bien, si on n'y arrive pas, on devrait malheureusement continuer à utiliser les fossiles. L'objectif de Négawatt est clairement surtout la sortie du nucléaire. Et ce genre de politique, eh bien, on voit ce que ça donne en Belgique tout récemment. La Belgique vient d'annoncer qu'elle fermerait ses réacteurs nucléaires, je crois que c'est en 2025, et elle a clairement dit qu'elle les remplacerait par une production d'électricité au gaz, donc émettrice de CO2, et tant pis pour les émissions de gaz à effet de serre. Alors il n'y a pas que Négawatt comme scénario, il y en a d'autres en France. Alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a le scénario de Greenpeace qui ressemble beaucoup à celui de Négawatt, qui accorde encore une petite place aux énergies fossiles et plus du tout au nucléaire, parce que chez Greenpeace, on veut bien un petit peu de fossiles, mais surtout pas de nucléaire. Et il y a l'ADEME, l'Agence française du développement et de la maîtrise de l'énergie, qui produit pas mal de scénarios. Alors je parle ici de scénarios toutes énergies et pas seulement électriques. L'ADEME, elle envisage une baisse de 45% de la consommation, un développement des renouvelables, mais quand même des énergies fossiles et nucléaires qui seraient nécessaires. L'ANCRE, c'est l'Association nationale de la coordination de la recherche sur l'énergie, c'est des chercheurs. Eux envisagent des baisses qui pourraient être moindres, de 27 à 41%, mais un maintien, évidemment un développement des renouvelables, comme toujours, mais un maintien des fossiles et du nucléaire. Et enfin l'association Négatep qui nous propose seulement 20% de consommation de baisse d'énergie, donc beaucoup moins de restrictions je dirais, mais au prix d'une forte hausse de l'énergie nucléaire, ce qui n'empêche pas de développer les renouvelables. Aucun scénario français ne prétend donc qu'il soit possible de remplacer les énergies fossiles et nucléaires par des renouvelables, à moins de diminuer drastiquement la consommation. Et on voit que de moindres restrictions nécessitent davantage de nucléaire. Alors j'en ai fini avec ces scénarios toutes énergies et maintenant je vais vous parler uniquement d'électricité. Alors ici, dans la campagne autour de Tincourt-Boucly, donc on m'a dit qu'il y a beaucoup d'éoliennes, ça peut poser des problèmes. Et donc les éoliennes servent à produire de l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on développe l'éolien? Dans quel objectif? Eh bien, en France, on a voté la loi de transition énergétique pour la croissance verte. C'était sous la présidence de François Hollande. Cette loi prévoit l'objectif de descendre la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité. L'objectif initial, c'était 2025. Quand Nicolas Hulot est devenu ministre, il s'est bien rendu compte que cet objectif était intenable, à moins d'utiliser des centrales à gaz fossiles. L'objectif est passé à 2035. Donc on passerait de environ 75% de nucléaire à 50%. Et RTE, c'est le service public qui gère le réseau électrique, le réseau de transport d'électricité, a fait différents scénarios. Donc celui qui ressort le plus, c'est celui-là, il s'appelle Ampère. Voici la production d'électricité actuelle en 2019 et telle qu'elle serait envisagée en 2035. On voit qu'on baisserait le nucléaire de environ 90 TWh, tandis que les renouvelables, elles, augmenteraient de 213 TWh. Si vous faites une petite opération, vous voyez bien que la production d'électricité augmenterait de 18%. Est-ce qu'on prévoit une hausse de la consommation d'énergie? Non, absolument pas. On prévoit une consommation stable. Alors pourquoi produire plus?
alors qu'on ne consommerait pas plus, eh bien, une éolienne, ça ne produit pas beaucoup quand il n'y a pas beaucoup de vent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de production éolienne quand il y a peu de vent? Il faut mettre plus d'éoliennes. Oui, mais alors quand il y a beaucoup de vent, eh bien là, il y a beaucoup de production. Et qu'est-ce qu'on fait de cette production? Eh bien, on espère l'exporter. Ça peut être utile. On peut contribuer à décarboner les pays voisins, on le fait déjà, c'est-à-dire à ce que les pays voisins fassent moins tourner leurs centrales de production d'électricité au gaz ou au charbon avec cette production éolienne ou solaire. Alors ce que je vous ai montré là, c'est la production d'électricité. Et ce que je vous montre maintenant, c'est la future puissance installée dans ce scénario. La puissance installée, c'est donc le nombre d'engins capables de produire cette électricité. On voit que dans ce scénario, donc, le nucléaire diminuerait un petit peu, on fermerait 14 réacteurs sur les 56 restants. On aurait grosso modo 3 fois plus d'éoliennes et 5 fois plus de panneaux solaires. Donc, cette augmentation de 18% de la production d'électricité nécessite une augmentation de 55% de la puissance installée, parce qu'il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours du soleil. Vous voyez que c'est relativement compliqué. Et toujours pour ce scénario ampère, eh bien, que nous dit RTE dans ce cadre? Ce scénario nécessite une consommation d'électricité stable malgré 15 millions de véhicules électriques. Alors, est-ce que la consommation d'électricité pourrait être stable avec ces consommateurs supplémentaires? Il est souhaitable que la part de l'électricité dans la consommation d'énergie augmente dans le but de consommer moins de pétrole et moins de gaz. Donc, c'est un petit peu délicat de parier sur cette consommation stable. Il faudrait isoler considérablement les logements chauffés à l'électricité et faire encore des économies un petit peu partout. RTE parie sur des effacements et des reports de consommation. On en a déjà parlé tout à l'heure, les reports de consommation, typiquement, vous rentrez à 18h, mais votre véhicule électrique, vous attendez qu'il soit 23h pour le recharger. Ça peut être automatique. Alors vu comme ça, ce n'est pas trop gênant. Par contre, au niveau du fonctionnement des commerces, des usines, c'est quand même beaucoup plus compliqué de reporter les consommations. On imagine mal le patron dire à ses ouvriers, écoutez, là l'électricité est trop chère, on va produire ce soir, vous rentrez chez vous, vous revenez tout à l'heure. Et puis, RTE nous dit clairement qu'il faudrait importer de l'électricité lors des pointes. Et j'ai relevé ces deux phrases. C'est pas moi qui les ai écrites, bien sûr. Le système électrique français n'est plus en situation de passer une vague de froid comme celle de février 2012, sans appel au levier exceptionnel, voire au délestage. C'est quoi le délestage? C'est des coupures de courant. Des coupures ciblées, pas forcément tout le monde, mais si c'est sur vous, pas de chance. Autre phrase, en 2035, sur les 1000 cas simulés, parce qu'on fait des simulations, ça dépend de la météo, d'un tas de statistiques, 44% présentent au moins 1 heure de défaillance et 5% contiennent plus de 10 heures de défaillance. Bref, remplacer du nucléaire par de l'éolien et du solaire, c'est pas facile. Alors j'en arrive à la fin de cet exposé. Les énergies renouvelables, est-ce une solution pour la transition énergétique? D'abord, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique? Pour moi, la transition énergétique, c'est d'essayer de consommer moins d'énergie fossile. Charbon, gaz, pétrole posent énormément de problèmes, gaz à effet de serre et pollution en tout genre. Pour d'autres, la transition énergétique, c'est de sortir du nucléaire. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que les renouvelables, c'est un élément de solution? Oui, c'est un élément de solution, mais assurément pas le seul et pas suffisant. Alors, je propose quelques pistes pour l'avenir. Développer les énergies renouvelables, mais pas seulement éoliennes et solaires. Les renouvelables thermiques, par exemple. Le solaire thermique, on peut avoir des appoints d'eau chaude et de chauffage même, sans passer par l'intermédiaire de l'électricité. On peut avoir des pompes à chaleur qui vont aller chercher de l'énergie, de la chaleur dans le sous-sol ou dans la nappe phréatique, ou même dans l'air ambiant pour vous chauffer. Ou encore du bois et du biogaz, qui sont des énergies en fort développement pour le biogaz et qui ne nécessitent pas forcément le recours à l'électricité. Il faudra néanmoins transférer la consommation de pétrole et de gaz fossiles vers l'électricité. Donc les transports électriques, alors on pense tout de suite aux véhicules électriques qui arrivera demain.
On a beaucoup parlé de véhicules à l'hydrogène ces dernières semaines. Oui, on peut faire rouler des véhicules à l'hydrogène, mais pour avoir de l'hydrogène, il faut de l'électricité et il en faut à peu près 3 fois plus qu'en roulant avec des batteries. Donc le problème est à peu près le même, pas de miracle à attendre de ce côté-là. On devrait se chauffer davantage avec des pompes à chaleur électriques. La pompe à chaleur, c'est un chauffage électrique qui consomme un peu moins, de manière à éviter de brûler du fioul ou du gaz pour se chauffer. Et enfin, on peut essayer d'orienter certains procédés industriels pour qu'ils consomment de l'électricité à la place d'autres sources fossiles. Alors évidemment, si on transfère cette production d'énergie vers l'électricité, cette consommation plutôt, eh bien, il va falloir produire cette électricité avec des moyens le moins polluants possible. Quels sont les moyens? Eh bien, on l'a vu, le nucléaire, l'hydraulique. Alors l'hydraulique en France, on l'a déjà développé à fond, quasiment. Le nucléaire en France est fortement développé. Bon, comme chacun sait, ça fait polémique. Dans tous les cas, les réacteurs nucléaires français vieillissent. Ils ont été ouverts dans les années 80. La durée de vie d'une centrale nucléaire dépassera probablement pas 50 à 60 ans. Donc de toute façon, si on veut garder même 50% de nucléaire, il faudra construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Et il est indéniable que ces derniers temps, on n'a pas été très bon pour la construction de celui qui est en cours. Donc ça prend du temps de construire des réacteurs nucléaires, il faut l'envisager rapidement. On pourra également produire de l'électricité par de l'éolien, mais à mon avis, l'éolien prend vraiment son sens si on pilote les consommations, à savoir que si on incite les gens, avec un tarif, à adapter leur consommation à la disponibilité de l'électricité. Et enfin, il faut de l'efficacité et de la sobriété énergétique. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? Isoler les logements. Et là, s'il y a vraiment quelque chose à faire de très important et qu'on fait beaucoup trop peu en France depuis 20 ans, c'est l'isolation des logements. On avance très lentement là-dessus. Le logement, c'est le premier poste de consommation d'énergie en France, le deuxième en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas du tout là-dedans qu'on a investi ces dernières années, et c'est bien dommage. Les logements et puis le transport, rendre l'économie moins dépendante des transports. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'autant on est capable d'avoir des logements isolés dans lesquels c'est très confortable, autant faire des transports qui consomment beaucoup moins mais qui rendent le même service, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Un véhicule électrique, actuellement, c'est environ 300 km d'autonomie. Et même si on progresse dans le futur, ça sera toujours très long à recharger. C'est plusieurs heures de recharge. L'hydrogène ne changera rien à tout ça. Se déplacer moins, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire, surtout quand on habite loin de tout. Donc ça, c'est un challenge qui est vraiment énorme. Il faudra changer certaines habitudes et préparer les esprits. Oui, demain, nous serons tôt ou tard obligés de consommer moins d'énergie. Il y a de fortes chances que ça impacte nos modes de vie, que ça impacte nos pouvoirs d'achat et que de gros changements difficiles à admettre soient impératifs. Néanmoins, malgré toutes ces solutions, ces éléments de solution, personnellement, je ne suis pas franchement optimiste. Rappelons qu'au niveau mondial, la croissance de la consommation d'énergie, c'est une France en plus chaque année, avec plein de gens dans les pays pauvres qui ne demandent qu'à consommer comme nous, et on ne peut pas les blâmer. Les énergies renouvelables, le nucléaire et l'efficacité énergétique ne suffiront pas, c'est assez clair. Et il me paraît fort probable que les humains continuent à utiliser ces énergies fossiles tant qu'ils le pourront, tant que ce sera énergétiquement rentable, et donc à rejeter beaucoup de CO2. Donc il me paraît hautement probable qu'on ait du mal à respecter les engagements de diminution de gaz à effet de serre. Je pense que le réchauffement climatique va très probablement se poursuivre avec des conséquences graves. Et un jour, quand je ne sais pas, mais un jour, il est également probable que nous manquions d'énergie, tout simplement parce que les énergies fossiles finiront inéluctablement par manquer. Voilà, j'ai terminé mon exposé. J'espère avoir été à peu près clair et concis. Le sujet est vaste. Je l'ai résumé en 1 heure. Et je vais être ravi de répondre à quelques questions que M. Morgan a pu recueillir sur le Facebook Live par écrit. Alors si
vous voulez me poser d'autres questions, on peut facilement me trouver sur ma page Facebook Transition énergétique, c'est vérité qui dérange, ainsi que sur mon compte Twitter, @bkassoré, Transition énergétique, c'est vérité qui dérange. Alors, merci beaucoup, monsieur Cassoré. Alors, en effet, ça a été pas simple. Alors, ceux qui se souviennent des dossiers de l'écran et de Guy Darbois, on a essayé de faire comme Guy Darbois, on a des petites fiches, parce qu'en fait, on a reçu pas mal de questions par différents canaux, que ce soit sur la page Facebook de l'Université rurale de la Cologne, que ce soit en message privé, que ce soit sur le site internet de l'université. Donc, on a essayé de les trier, de les rassembler. Alors, j'en ai quelques-unes. Elles sont un petit peu très, très diverses, alors ça va vous demander une grande agilité, mais bon, j'ai pas pu les trier par ordre, pas tout à fait par ordre. Alors j'ai une première question sur est-ce que donc il y a une centrale nucléaire qui ferme, c'est à Fessenheim. Est-ce qu'en fermant cette centrale de Fessenheim puis d'autres, est-ce qu'on risque une pénurie de production électrique en France? Ben, écoutez, on a eu l'exemple ces dernières semaines. Donc la centrale de Fessenheim a fermé. Alors à cause d'un accord électoral, François Hollande en 2012 s'était accordé avec les Verts lors de la campagne des présidentielles et les Verts avaient soutenu François Hollande en échange de cette promesse de fermer Fessenheim. Bon, François Hollande n'a pas respecté sa promesse, mais Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, a dit qu'il gardait cet engagement. Et effectivement, on a fermé 2 réacteurs nucléaires sur les 58 français, donc au printemps 2020. Alors, a priori, on se disait il y a de la marge. Évidemment, on n'a pas fermé Fessenheim sans réfléchir. On s'est dit il y a de la marge, mais on n'avait pas prévu la crise du Covid. La crise du Covid qui est arrivée au mois de mars et qui a entraîné des changements dans la planification de la maintenance des réacteurs nucléaires. Alors, il y a eu peut-être de la maintenance qui n'a pas pu se faire. Et puis, il y a surtout qu'on a consommé moins d'électricité. De ce fait-là, chez EDF, eh bien, ils ont reporté les arrêts de maintenance pour pouvoir utiliser le combustible et changer le combustible plutôt en 2021 qu'à l'automne 2020. Bref, on se retrouve à l'heure actuelle avec, je crois, 12 ou 14 réacteurs nucléaires indisponibles, ce qui était prévu, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'ils soient indisponibles pendant éventuellement cet hiver. Et donc oui, on risque d'avoir des problèmes si on a une grosse vague de froid cet hiver. Il est possible, donc RTE l'a alerté aujourd'hui ou hier. Alors la vague de froid, on ne sait pas si elle va arriver, mais en cas de grosses vagues de froid, on peut avoir de gros soucis. Alors en septembre, on a même fonctionné pas mal le charbon en France. On n'était plus habitué à voir le charbon fonctionner en France. Si on n'avait pas fermé Fessenheim, on aurait, alors à moins que Fessenheim eût été en maintenance aussi, je ne peux pas savoir, mais en tout cas, la production de Fessenheim était largement suffisante pour couvrir le charbon. Donc le risque de coupure, il est faible, mais il existe. Avant de couper, on va couper des gens non prioritaires, puis on ne va pas couper tout le monde en même temps, mais ça peut arriver, effectivement. Oui. Alors, j'ai une deuxième question vous avez bien fait une belle transition, parce que au moment où je l'avais noté, on ne parlait pas encore de centrales à charbon. J'ai une question sur est-ce qu'il reste encore beaucoup de centrales à charbon actives en France? Non, alors je ne saurais pas vous dire combien, c'est 2 ou 3, je crois, qui fonctionnent très peu. Alors ces dernières années, elles ne fonctionnaient quasiment pas, donc ce n'était pas un souci, on les avait au cas où. C'est seulement depuis le mois de septembre qu'on s'est rendu compte que mince, vague de froid, pas de vent, donc pas d'éoliennes. Et puis 14 réacteurs nucléaires en maintenance, mince, et on a dû effectivement les faire fonctionner plus que d'habitude. Il est prévu de les fermer, je crois que c'est dans 2 ans qu'elles doivent fermer, les centrales au charbon françaises. En tout cas, on s'en servait très peu. Alors, à un moment, vous avez parlé d'interconnexion des différents réseaux. On a noté une question, c'est la suivante. Serait-il possible d'interconnecter tous les réseaux électriques d'Europe, voire d'une partie du monde? Alors d'Europe, c'est déjà le cas. Il y a des échanges entre tous les pays européens. La France vend ou achète de l'électricité à la Grande-Bretagne, ça passe sous la Manche, à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Donc il y a déjà énormément d'échanges. Donc on peut dire que déjà toute l'Europe est interconnectée. Au niveau mondial, il y a déjà eu des projets d'interconnexion transméditerranée avec l'Afrique, des projets intéressants, mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait.
Est-ce que c'est possible techniquement? Bon, ça ne me choque pas, il y a eu des projets. Hein. Donc si les projets ont été sur papier, c'est que techniquement c'est faisable. Après, il faudrait que ce soit évidemment financièrement rentable. En tout cas, ça me paraît souhaitable. Si on veut augmenter la part d'énergie éolienne et solaire, oui, plus on travaille avec une maille géographique large, plus on équilibre les déséquilibres de production. Alors, j'avais une quatrième question. Excusez-moi, Ouais, il y a beaucoup de questions qui vont un peu dans tous les sens. Alors, j'en ai une autre. En France, qui décide du type de production d'énergie? Est-ce le gouvernement? Et dans ce cas-là, par qui est-il conseillé? Ça, c'est une question difficile. Hein. Bon, pendant longtemps, j'imagine que la question porte essentiellement sur l'électricité. Donc, qui décide? Moi, je dirais, jusqu'ici, pour l'électricité, c'était EDF, jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Hein. Aujourd'hui, c'est le marché qui décide, puisque aussi bien, si on parle de l'électricité, si vous décidez de mettre des panneaux solaires sur votre toit, ce n'est pas parce que Jean Castex et Emmanuel Macron vous l'ont dit, c'est parce que vous estimez que c'est rentable. Donc les politiciens mettent en place des incitations, hein, notamment par exemple pour le solaire photovoltaïque, il y a des incitations financières. Le solaire et l'éolien, il faut savoir qu'ils sont prioritaires sur le réseau électrique. Hein, le propriétaire est assuré de vendre sa production. Donc ça, c'est effectivement des décisions politiques, mais après, c'est plus le marché qui décide. Et puis, si on élargit le problème à toute l'énergie, c'est encore pire, évidemment. L'électricité, c'est qu'un quart de notre consommation d'énergie. Personne n'a décidé que la première source d'énergie en France, ça serait le pétrole. Hein. Ça s'est fait tout seul par les consommateurs et les comportements. Alors, j'ai une question sur les arbres. Combien faudrait-il planter d'arbres pour compenser la production quotidienne de gaz à effet de serre? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse précise, mais est-ce que vous avez une idée de combien faudrait-il planter d'arbres pour compenser la production de gaz à effet de serre? Non, au moins un ordre d'idée. Je n'ai pas du tout la réponse. Ce que je peux répondre, c'est qu'au niveau français, la forêt française est plutôt en hausse, en croissance, donc ce qui est une bonne chose. Par contre, au niveau mondial, clairement, la forêt mondiale est en baisse. C'est un vrai souci parce qu'effectivement, les arbres absorbent le CO2, le dioxyde de carbone. Et il est tout à fait souhaitable, au contraire, d'avoir de plus en plus de forêts pour limiter le réchauffement climatique. C'est un stockage de carbone. Combien d'arbres? Non, j'en ai pas la moindre idée, mais je doute fortement que ça soit dans les ordres de grandeur. Alors, je crois qu'on a eu une petite coupure d'Internet. Guy Lux nous aurait dit que ce sont les aléas du direct. Donc, voilà, on reprend. Excusez-nous pour ce petit incident indépendant de notre volonté. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Monsieur Casseret, pour cette conférence, d'avoir bien voulu venir jusqu'à Tincourt-Boucly. Et puis, très modestement, vous féliciter parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, parler devant une assistance aussi réduite que moi-même et un technicien, ça ne doit pas être facile pour vous, qui êtes plutôt habitué à avoir une assemblée importante d'étudiants ou de gens qui sont là pour vous écouter. Donc, bravo, parce que c'est vrai que c'est une chouette performance. Et puis, je voulais vous dire que moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, c'est un problème qui est très complexe, tout à fait, hein. qui n'est pas évident. Vous avez su en faire un tour d'horizon et nous l'expliquer le plus clairement possible. Et ça, c'est une belle prouesse. Et puis, une troisième chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée, vous n'avez pas eu peur d'aborder des sujets délicats, parce que c'est vrai que parler de l'éolien chez nous, ça peut parfois être sensible comme sujet. Et je pense que vous l'avez abordé avec beaucoup de franchise et d'objectivité. Et je voulais vous en remercier. Merci beaucoup. Mais écoutez, merci de votre accueil. En tout cas, c'était une première pour moi dans ces conditions-là, mais c'est intéressant et merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier tous nos auditeurs, nos téléspectateurs de France et du monde entier. Traditionnellement, à la fin de chaque séance, on fait circuler la quille. Hein, c'est-à-dire que on demande un petit peu d'argent pour pouvoir subvenir au fonctionnement de l'université. C'est pas possible cette fois-ci vu les conditions. C'est pas grave si vous aviez prévu de donner quelque chose, vous le mettez de côté, vous nous donnerez la prochaine fois. Et puis après, traditionnellement, on fait aussi un pot de convivialité à la fin de la conférence parce que ça permet à tous les étudiants de se retrouver et puis de discuter avec le conférencier.
Alors, naturellement, on ne peut pas le faire, puisque là, on est franchement pas beaucoup. Si j'ai un conseil à vous donner, bah, le pot, faites-le chez vous, en pensant à nous. Hein. Ça sera une bonne idée de convivialité entre vous. Je voudrais simplement vous préciser aussi que vous pouvez retrouver cette conférence à partir de demain après-midi. Vous la retrouverez sur la chaîne YouTube qui s'appelle Tincourt TV, T-I-V-I, comme ça se prononce. Hein, et donc, vous pourrez la voir dans son intégralité. Et puis, toute l'actualité de l'Université rurale de la Cologne, vous la retrouvez sur notre page Facebook. Hein, la page Facebook, c'est Université rurale de la Cologne. Et si vous avez des questions, si vous avez des questions à nous poser, eh ben, il y a un mail de l'Université rurale de la Cologne qui s'appelle université rurale de la Cologne @gmail. C'est extrêmement simple. On aime bien les choses simples chez nous. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la prochaine conférence aura lieu le 29 janvier. Je ne peux pas encore vous dire sous quel format parce que c'est tout à fait indépendant de notre volonté, mais la prochaine conférence est toujours prévue le 29 janvier. Et donc, elle aura pour thème l'histoire, hein, et elle traitera du passé industriel local de Roisel et de sa région. Hein. Et donc, on aura une historienne experte en la personne de Anaïque Vautier, qui viendra nous parler du passé industriel local de Roisel et de sa région. Et je vous donne simplement pour vous donner une vue sur la fin de l'année universitaire. Ensuite, nous aurons au mois de mars une conférence sur la sociologie et les médias, hein, qui sera animée par Henri Sagnier, et une autre conférence au mois d'avril sur la peinture, et un conservateur du musée de Picardie à Amiens viendra nous commenter un tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Donc voilà, le programme de conférence est encore chargé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin d'année et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.